Le Moyen Âge est l'une des périodes les plus sombres et les plus cruelles de l'histoire. Des églises construites avec des os humains, jusqu'à des événements étranges qui restent encore inexpliqués aujourd'hui. Accompagnez-moi alors que nous dévoilons certains des secrets les plus sombres et des découvertes les plus terrifiantes laissées par le Moyen Âge. Avant de commencer, merci de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne. C'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup. Et maintenant, commençons. La peste dansante en France. Le 15 juillet 1518, une femme nommée Frotrophéa a soudainement commencé à danser dans une rue de Strasbourg. Il n'y avait pas de musique, pas de célébration, ni de raison évidente. Elle a dansé pendant plusieurs heures, puis toute la nuit. Le lendemain, elle ne s'est toujours pas arrêtée. Après une semaine, plus de 30 personnes dansaient avec elle. En août, ce nombre avait augmenté. Pendant près de 4 jours, des hommes, des femmes et des enfants ont dansé sans arrêt dans les rues. Beaucoup d'entre eux ont eu des blessures aux pieds, certains se sont effondrés d'épuisement. Et selon les archives de l'époque, certains sont même morts d'un AVC ou d'une insuffisance cardiaque. Ce qui est encore plus étrange, c'est que les autorités ne les ont pas arrêtés. Au lieu de cela, le conseil municipal croyait que les victimes devaient simplement évacuer leur maladie en dansant. Ils ont même construit une scène et engagé des musiciens pour encourager les danseurs, mais cela n'a pas aidé. L'étrange épidémie a continué pendant près de 2 mois avant de disparaître progressivement. Jusqu'à présent, il n'y a toujours pas d'explication certaine sur la raison de cet événement. Certains disent que cela a été causé par un champignon dans les céréales, tandis que d'autres pensent qu'il s'agissait d'un phénomène psychologique de masse aggravé par la faim, la maladie et la peur qui régnèrent alors dans la région. Plus de 5 siècles se sont écoulés, mais cela reste l'un des mystères les plus étranges de l'histoire de l'Europe. Procès d'animaux médiévaux. Entre le XIIIe et le XVIIIe siècle, il existait une tradition étrange en Europe, intenter des procès contre des animaux. Et ce n'était ni une plaisanterie, ni un simple rituel symbolique. Il y avait de véritables tribunaux, des juges, des avocats, des témoins et des verdicts officiels. En 1386, en Normandie, un cochon fut jugé pour avoir attaqué un enfant. On lui a même attribué son propre avocat, avant d'être finalement condamné. En 1587, une communauté en France a intenté un procès contre des scarabées qui détruisaient leurs vignobles. L'affaire a duré 8 mois et les insectes avaient eux-mêmes un avocat. L'un des cas les plus insolites s'est produit à Bâle, en Suisse, en 1474. Un coq a été jugé parce qu'il aurait pondu un œuf. À l'époque, on croyait que l'œuf d'un coq pouvait donner naissance à un monstre appelé basilic. D'un point de vue moderne, cela peut sembler ridicule, mais pour les gens du Moyen Âge, la loi faisait partie de l'ordre divin du monde. Ils croyaient en son que toutes les créatures étaient soumises à la loi de Dieu et pouvaient être tenues responsables de leurs actes. Pour eux, l'idée d'un monde sans raison était plus effrayante que de juger un animal. Bouteilles de sorcières. Plus de 200 bouteilles étranges ont été trouvées sous les cheminées, les portes et les murs des vieilles maisons en Angleterre. À première vue, ce ne sont que des bouteilles ordinaires. Mais lorsque les archéologues en ont ouvert certaines, ils ont découvert un contenu terrifiant. Des clous tordus, des aiguilles, des cheveux humains, des ongles coupés et même de l'urine humaine. On les appelle des bouteilles de sorcières. Selon les croyances de l'époque, ces bouteilles servaient de protection contre les sorcières et les malédictions. L'urine représentait la personne que l'on croyait être maudite. On disait que les aiguilles et les clous absorbèrent la malédiction à mesure qu'elle s'approchait de la victime. Dans certaines bouteilles, on a même trouvé un petit cœur en tissu ou en cuir, percé d'aiguilles. On disait que cela symbolisait le sorcier lui-même, et qu'en lui infligeant de la douleur, on le forçait à lever la malédiction. En 2004, des chercheurs ont examiné une bouteille de sorcière provenant de Greenwich, vieille de plus de 300 ans. À l'intérieur, ils ont trouvé de l'urine humaine, des clous, des aiguilles et 10 morceaux d'ongles. Fait surprenant, l'analyse a montré que la personne ayant mis son urine dans la bouteille était fumeur en raison de traces de nicotine retrouvées. Jusqu'à présent, les archéologues continuent de trouver des bouteilles au croix de sorcières sous d'anciens bâtiments. À une époque où il n'y avait pas de sciences modernes, pas de médecine pour la plupart des maladies, et où la vie quotidienne était pleine de dangers, la croyance dans la sorcellerie semblait aussi réelle que n'importe quoi d'autre autour d'eux, et c'est peut-être la partie la plus effrayante de cette histoire. La question n'est pas de savoir si les bouteilles de sorcières étaient vraiment efficaces, mais combien de personnes pensaient en avoir besoin pour survivre.
Cellule d'Anachorète, Angleterre. Lors de la rénovation de certaines églises médiévales en Angleterre, on a découvert de petites pièces cachées à l'intérieur même des épais murs de l'église. Elles n'avaient pas de porte. Il n'y avait qu'une petite fenêtre, juste assez grande pour laisser passer de la nourriture, et une fente étroite faisant face à l'autel. Ces pièces étaient appelées des cellules d'Anachorète. C'est là que certains hommes et femmes religieux choisissaient de s'enfermer volontairement pour vivre seuls jusqu'à la fin de leur vie. Lorsqu'un anachorète entrait dans sa cellule, une cérémonie spéciale était célébrée par l'évêque. Cela comprenait des prières habituellement récitées pour les défunts. Aux yeux de l'Église, cette personne était considérée comme morte pour le monde. Après cela, la cellule était fermée et il ne sortait plus jamais. Il ne voyait plus jamais le ciel. Il ne pouvait plus jamais être touché par quelqu'un d'autre. Et parfois, il ne s'éloignait plus jamais de plus de quelques pas de l'endroit où il se tenait. La nourriture lui était simplement passée par un petit trou dans le mur. C'est aussi par ce trou qu'il entendait la messe et voyait l'autel. L'une des anachorètes les plus célèbres était Julienne de Norwich. Pendant plus de 20 ans, elle est restée dans sa petite cellule tout en écrivant le livre « Révélation de l'amour divin », l'un des plus anciens livres écrits en anglais par une femme. Lorsque des rénovateurs modernes ont ouvert certaines de ces cellules, ils ont même trouvé des traces des personnes qui y avaient autrefois vécu. Des éraflures sur la pierre, des objets personnels, ce n'était pas une prison ni une punition. C'était une vie de solitude totale, choisie volontairement par des personnes qui croyaient qu'elles se rapprocheraient de Dieu en s'éloignant du reste du monde. Église des ossements. Dans la ville de Kutná Hora, en République tchèque, il y a une petite chapelle connue sous le nom de Sedlec ossuaire. À première vue, cela ressemble simplement à un vieux bâtiment gothique ordinaire, comme beaucoup d'autres églises historiques en Europe. Dès que tu entres, tu remarques vite qu'il y a quelque chose d'étrange ici. Les décorations qui entourent les murs, ainsi que certaines sculptures et symboles que l'on peut voir à l'intérieur. Tout cela est fabriqué à partir de vrais os humains. Pas de répliques ni de simples décorations, mais de véritables restes de personnes ayant réellement vécu. Il y a des centaines d'années, on estime qu'entre 40 000 et 70 000 squelettes ont été utilisés à l'intérieur de cette chapelle. On peut y voir des crânes soigneusement assemblés pour former des arches et des décorations. Il y a des colonnes entourées d'os. Et au centre de la chapelle est suspendu un immense lustre qui contiendrait presque tous les types d'os que l'on trouve dans le corps humain. Pour la plupart des visiteurs modernes, cette vue semble tout droit sortie d'un film d'horreur. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est que ce n'est pas le seul endroit de ce genre en Europe. Au Portugal, on trouve la célèbre chapelle des os dans la ville d'Evora. Là-bas, des milliers et des milliers de squelettes ont été utilisés pour recouvrir les murs et les colonnes de toute la chapelle. Au-dessus de l'entrée, un message attire immédiatement l'attention des visiteurs. « Nous, les os qui sommes ici, attendons aussi votre venue. » Une phrase simple. Mais c'est aussi un rappel puissant que personne ne peut échapper à la mort. Comment cette étrange tradition a-t-elle commencé ? Au Moyen-Âge, la population de nombreuses villes et cités d'Europe a rapidement augmenté. En même temps, le nombre d'enterrements dans les cimetières des églises a également augmenté. Puis sont arrivées les épidémies, les famines et les fléaux comme la peste noire qui ont coûté la vie à des millions de personnes. Bientôt, de nombreux cimetières ont été remplis. Les gens ont dû faire de la place pour de nouvelles inhumations. À cause de cela, les anciens restes étaient exhumés, nettoyés et transférés dans des ossuaires ou des dépôts d'ossements. Mais dans certains endroits, ces ossements n'étaient pas simplement conservés. Au contraire, ils étaient intégrés à l'église elle-même. Les crânes et les os étaient soigneusement arrangés pour former des motifs, des décorations et des symboles religieux. Bien que cela puisse sembler effrayant selon la perspective moderne, ce n'était pas fait pour effrayer les gens. En fait, c'était tout le contraire de son but. Cette tradition est enracinée dans un concept important du christianisme, appelé « memento mori ». C'est une expression latine qui signifie littéralement « souviens-toi que tu vas mourir ». Pour les gens de la période médiévale, la réflexion sur la mort n'était pas considérée comme étrange ou morbide. C'était une partie essentielle de la foi. Ils croyaient mais que se rappeler la nature éphémère de la vie aidait à vivre de manière plus significative et plus proche de Dieu. Ainsi, au lieu de cacher la mort, ils la plaçaient juste devant leurs yeux. À chaque entrée dans l'église, à chaque prière et à chaque messe, ces os leur rappeleront qu'un jour, cela leur arriverait aussi. Tous ceux qui les entourent finiront eux aussi comme eux.
Et c'est peut-être la raison pour laquelle l'effet des églises d'ossement reste si puissant jusqu'à aujourd'hui. Chaque année, de nombreux touristes visitent ces lieux. Beaucoup d'entre eux entrent simplement par curiosité. Mais une fois à l'intérieur, ils s'arrêtent de souvent dans le silence, car peu à peu, ils réalisent que ce qu'ils regardent n'est pas une décoration. Ce n'est pas seulement de l'art, ce sont de vraies personnes. Des personnes qui ont autrefois vécu, aimé, rêvé et mené leur vie comme nous. Et même après des centaines d'années, elles restent toujours une partie de ces églises. Elles restent silencieusement debout, rappelant une vérité qui n'a jamais changé. Les empires peuvent changer, les royaumes peuvent disparaître, et les noms peuvent être effacés de l'histoire. Mais pour les personnes qui construisent ces églises d'ossement, il y a une chose qui est certaine pour tous, qu'un jour viendra où chacun de nous fera aussi partie du passé. Et c'est le message que des milliers de crânes et d'ossements murmurent encore aujourd'hui sur les murs de ces chapelles. Oubli. Et son nom vient du verbe français « oublier ». Et c'est précisément son but. Non seulement enfermer une personne, mais aussi l'effacer de la mémoire des gens. Pendant de nombreuses années, lors de la rénovation et de l'examen des vieux châteaux en Europe, on a découvert d'étranges fosses cachées sous les tours, les salles et les fondations des anciens bâtiments. À première vue, cela semble n'être qu'une partie ordinaire de la structure. En les étudiant de près, les archéologues ont compris que certains servaient peut-être de prisons secrètes. En 2009, des rénovateurs à Nottingham, en Angleterre, ont découvert une oubliette médiévale, sous un bâtiment qui avait autrefois servi de palais de justice pendant plus de 600 ans. Selon certains rapports, les personnes qui y étaient bien placées pouvaient en être laissées dans l'obscurité sans aucun espoir de s'échapper. En Irlande, au célèbre château de Leap, une fosse similaire a été découverte. Dans d'autres châteaux, le sol de l'oubliette n'est pas plat et est rempli de pierres pointues. Cela n'a pas été fait pour être confortable. Cela a été conçu pour rendre chaque heure passée à l'intérieur encore plus difficile. Imaginez ce que ressent une personne qui tombe dans un tel endroit. Une obscurité totale, des murs de pierre froids, aucun moyen de remonter. Et seule une petite ouverture au-dessus te relie au monde. Au fil des jours, tu entends peut-être encore les pas des gens au-dessus, les conversations, le bruit de la vie. Mais aucun d'eux ne peut te voir, et personne ne sait si tu es encore en vie. Cependant, certains historiens pensent que tous ceux qu'on appelle aujourd'hui des oubliettes n'ont pas vraiment servi de prison. Certains pouvaient autrefois servir de réservoir d'eau, de grenier, ou simplement faire partie du design original du château, mais ont ensuite acquis une réputation plus sombre. Mais une chose est indéniable. Dans certaines de ces fosses, de véritables ossements humains ont été découverts. Et cela suffit pour que les gens se demandent ce qui s'est réellement passé dans ces endroits, il y a des centaines d'années. Ce qui est effrayant avec l'oublié, ce n'est pas seulement la possibilité de la faim, de la souffrance ou de la mort. Ce qui est encore plus effrayant, c'est le concept qui se cache derrière. L'idée qu'il existe des endroits délibérément créés pour effacer une personne aux yeux du monde. Il a scellé des voûtes sous Édimbourg. En 1985, un joueur de rugby à Édimbourg a accidentellement brisé un vieux mur et est tombé dans un espace sombre sous la ville. Ce qu'il a découvert n'était pas un simple sous-sol, c'était un vaste réseau de pièces cachées sous le South Bridge, et il avait été oublié pendant près d'un siècle. Plus de 120 voûtes ont été découvertes. Au début, elles étaient utilisées comme ateliers, entrepôts et lieux d'affaires. Mais au fil du temps, l'eau a commencé à s'infiltrer depuis le pont au-dessus. Les commerçants ont alors quitté les lieux. Ils ont été remplacés par les résidents les plus pauvres d'Édimbourg, des migrants sans abri, des familles incapables de louer une maison, des personnes qui n'avaient nulle part où aller. À l'intérieur des voûtes, il n'y avait presque pas de lumière du jour. Il n'y avait pas de ventilation adéquate et aucune installation sanitaire. La maladie, la pauvreté et le désespoir faisaient partie de leur quotidien, jusqu'à ce que la ville ferme définitivement les entrées. Au XIXe siècle, l'endroit tout entier a peu à peu été oublié. Pendant plus de 100 ans, la plupart des habitants d'Édimbourg ignoraient totalement qu'une communauté entière avait autrefois vécu et souffert juste sous leurs pieds. Lorsque les voûtes ont été rouvertes, les archéologues ont découvert des outils, des morceaux de vêtements, des ossements d'animaux, des récipients et d'autres traces des personnes qui y avaient autrefois vécu. Aujourd'hui, c'est devenu une attraction touristique populaire et elle est souvent considérée comme l'un des endroits les plus hantés d'Écosse.
Mais la partie vraiment effrayante de l'histoire n'est pas celle des fantômes, mais le fait que des personnes aient autrefois vécu, souffert et soient mortes sous la ville, et qu'elles aient presque complètement été effacées de la mémoire collective. Archéologie des fosses d'aisance médiévales. L'une des sources d'informations les plus importantes sur la vie réelle au Moyen Âge ne se trouve pas dans les châteaux, les églises ou les anciens livres, mais dans les vieux égouts et les fosses d'aisance. Cela peut ne pas sembler agréable à imaginer, mais pour les archéologues, les fosses d'aisance ou latrines médiévales sont comme des capsules temporelles de la vie quotidienne. Lorsque des matières organiques tombent dans une fosse scellée, un environnement sans oxygène, elles ne se décomposent pas immédiatement. Au lieu de cela, elles peuvent rester préservées pendant des centaines d'années. C'est ainsi que les chercheurs ont découvert des noyaux de fruits, du pollen, des peaux d'animaux, des tissus, des chaussures et même des parasites qui ont autrefois vécu dans le corps humain. À York, en Angleterre, on a trouvé d'anciens excréments humains contenant des œufs d'ascaris, de trichocéphales et d'autres parasites. Cela a révélé la forte prévalence des infections intestinales au Moyen Âge. En Allemagne, une fosse d'aisance contenait plus de 30 000 noyaux de cerises, et à Paris, des traces de raisins et de vin ont été découvertes, prouvant à quel point le vin était important dans leur alimentation. À une époque où la plupart de l'eau n'était pas potable, étudier les anciennes canalisations n'avait rien de glamour. Mais il y a une chose que beaucoup de vieux documents ne peuvent pas faire: mentir. Alors que les chroniques de l'époque se concentraient souvent sur les rois, les guerres et la religion, les fosses d'aisance révèlent ce que mangeaient réellement les gens ordinaires, quelles maladies ils portaient et comment ils vivaient au quotidien. Fosse de la peste de Londres. En 2013, lors de la construction du nouveau métro de Londres, des ouvriers ont découvert sous Liverpool Street des ossements humains, et pas seulement un ou deux, mais des centaines. Au fur et à mesure que les fouilles avançaient, ils ont découvert qu'ils avaient mis au jour une vaste fosse commune datant de l'époque de la peste. Sous la ville moderne reposent les victimes de la peste noire de 1348 et de la grande peste de 1665. À Charterhouse Square, les archéologues ont découvert un cimetière d'urgence longtemps perdu, ouvert à l'époque de la peste noire. Grâce à des tests ADN sur les dents des squelettes, les scientifiques ont confirmé la présence de la bactérie responsable de la peste. C'est la même maladie qui a tué environ 30 à 60% de la population européenne. L'analyse des os a également révélé où ces personnes ont grandi, ce qu'elles mangeaient pendant leur jeunesse et quel type de travail elles faisaient avant de mourir. Beaucoup d'entre eux ne sont pas nés à Londres. Ce sont des ouvriers et des migrants venus en ville pour chercher un moyen de subsistance. Il y avait des enfants, des pauvres, des gens qui sont morts si rapidement qu'ils ont dû être enterrés en masse. Les corps n'étaient pas alignés correctement. Au lieu de cela, ils étaient empilés les uns sur les autres dans les fosses, preuve de la gravité de la catastrophe à laquelle la ville a été confrontée. Au total, plus de 3000 tombes ont été découvertes dans différentes parties du projet. Pendant plus de 600 ans, ces personnes sont restées enterrées sous les rues et les gares. Et lorsqu'ils ont été retrouvés, le Londres moderne a établi un lien direct avec l'une des pandémies les plus dévastatrices de l'histoire de l'humanité. Les personnes dans la fosse n'étaient ni des rois ni des nobles. C'étaient des gens ordinaires morts lors d'une crise qui a bouleversé toute l'Europe. Richard III retrouvé sous un parking en août 2012. Les archéologues à Leicester ont commencé à creuser sur un simple parking. Ils ne cherchaient pas de trésors. Ils ne cherchaient pas non plus un ancien temple. Ce qu'ils cherchaient, c'était la tombe d'un roi disparu depuis plus de 5 siècles. Richard III, le dernier roi d'Angleterre à être mort directement sur le champ de bataille. Il a été tué lors de la bataille de Bosworth en 1485, un affrontement qui a mis fin aux guerres des Deux Roses et ouvert la voie à l'ascension de la dynastie Tudor. Après sa mort, il a été enterré dans un monastère à Leicester. Mais lorsque le monastère a été démoli quelques décennies plus tard, l'emplacement de sa tombe a complètement disparu. Pendant 527 ans, personne ne savait où il reposait. Après le premier jour de fouilles sur le parking, les archéologues ont découvert un squelette. Le corps reposait dans une tombe peu profonde et étroite. Sa colonne vertébrale présentait une scoliose évidente, une affection qui correspond aux descriptions historiques de Richard III.
Il y avait aussi de nombreuses blessures sur le crâne causées par des armes utilisées lors des guerres médiévales, mais la preuve la plus importante provenait de l'ADN. Les scientifiques ont comparé le matériel génétique du squelette à l'ADN d'un descendant vivant d'un frère ou d'une sœur de Richard III. Il y a eu une correspondance. Après un examen approfondi, il a été officiellement confirmé que le squelette appartenait à Richard III. C'est l'une des découvertes les plus impressionnantes de l'archéologie moderne. Pendant de nombreux siècles, l'image de Richard III a été façonnée par la propagande et les récits, notamment à cause de la pièce de Shakespeare qu'il a dépeint avec une condition très déformée. Mais la science a montré que de nombreuses parties de cette histoire étaient exagérées ou fausses. Le détail encore plus étonnant, c'est que la place de parking où il avait été retrouvé portait la lettre R. Ce n'était pas placé là pour le roi. C'est simplement une coïncidence, cela signifiait juste « réservé ». Pendant des décennies, des milliers de personnes ont garé leur voiture au-dessus du roi disparu d'Angleterre sans le savoir. En 2015, Richard III a de nouveau été inhumé à la cathédrale de Leicester lors d'une cérémonie à laquelle de nombreuses bêtantes personnes ont assisté. Après plus de 500 ans de disparition, un roi autrefois oublié par l'histoire a finalement été retrouvé. Et l'un des plus grands mystères archéologiques de l'époque moderne a ainsi pris fin. Et c'est ainsi que se termine notre voyage à travers certaines des découvertes les plus stupéfiantes de l'époque médiévale. Et lorsqu'ils ont été ouverts, ils nous ont offert une occasion exceptionnelle, entendre à nouveau les voix de personnes disparues depuis longtemps dans l'histoire.